est arrivé dans ce studio à l'instant Benjamin Haddad, qui représente Renaissance. Bonjour Monsieur Haddad, vous allez nous expliquer la politique de Renaissance parce que nous on ne comprend pas tout. En revanche, je vous félicite puisque vous avez gagné, vous êtes un des rares qui a gagné à Paris, qui ne soit pas de gauche ou de la France Insoumise, dans la 14e circonscription de Paris. Quand je dis que vous avez gagné, vous êtes en ballottage favorable. Vous avez fait 47,71. Patrick Drey des Républicains a fait 17,72. Louis Piquet a fait 17,56. Et Hugo... Alors, Louis Piquet, c'est UXD ? Oui, c'est RN Ciotti. D'accord. Et Hugo Rota, qui était Union de la gauche ? Oui, France Insoumise. France Insoumise. Bah, il a fait UG. Je ne sais pas pourquoi il est marqué UG. Ultra gauche. Et il a fait 13. Alors ça, c'est une circonscription particulière, j'imagine, à Paris. C'est plutôt le 16e arrondissement ? C'est le 16e arrondissement, effectivement. C'est à peu près les 3/4 du 16e arrondissement. C'est une niche, on dira, électoralement à Paris, parce qu'autrement, ce qui est frappant, et c'est vrai aussi, ça c'est une analyse à mener en profondeur, c'est que toutes les grandes villes, les grandes métropoles sont à gauche, surtout au nord de la Loire, pour tout dire. Guillaume Dominguez, vous nous rappelez les titres ? Le RN et ses alliés, véritable rouleau compresseur du premier tour des élections législatives. 38 candidats victorieux dans le premier tour, dont Marine Le Pen. La chef de file des députés nationalistes l'emporte avec 58% des voix dans le Pas-de-Calais. De son côté, Jordan Bardella se projette déjà à Matignon. J'entends être le Premier ministre du quotidien, a-t-il déclaré hier soir. Face au RN au second tour, le nouveau Front Populaire, arrivé en deuxième position avec 28% des suffrages. Pas une voix, pas un seul siège au RN, a tonné hier soir Jean-Luc Mélenchon. Le chef de file des Insoumis invite ses candidats arrivés en troisième position dans leur circonscription à se désister pour faire barrage au Rassemblement national. Les électeurs qui ont infligé une correction à Emmanuel Macron, 20% des suffrages seulement, 13 points de moins que le Rassemblement national et ses alliés. Plusieurs ministres en ballottage se sont désistés pour permettre à la gauche de mener le front face au RN. Début des épreuves du brevet des collèges aujourd'hui, 850 000 collégiens planchent sur l'épreuve de français ce matin. À suivre les mathématiques cet après-midi, l'histoire-géographie et les sciences demain. Le prix du gaz gonfle encore à partir d'aujourd'hui 1er juillet, 11,7% en plus en moyenne, soit 124 € à l'année, une augmentation due au coût d'acheminement. Terrible crash d'avion sur l'autoroute A4. 3 personnes ont trouvé la mort dans l'accident de leur avion de tourisme en Seine-et-Marne. L'engin a heurté une ligne à haute tension avant de s'écraser sur l'autoroute. Au Moyen-Orient, Israël a essuyé une nouvelle salve de tirs de la bande de Gaza la nuit dernière. L'armée israélienne a fait état d'une vingtaine de projectiles qui ont frappé le sud du pays sans faire de blessés. Une attaque revendiquée par la branche armée du groupe palestinien Djihad islamique. Et on apprend la mort ce matin de l'écrivain albanais Ismail Kadare. L'auteur du célèbre roman Le général de l'armée morte s'est éteint à l'âge de 88 ans à Tirana. Et enfin, victoire hier de Kevin Vauquelin sur la deuxième étape du Tour de France. Le Slovène Tadej Pogačar enfile, lui, le maillot jaune. Et la prochaine étape, c'est aujourd'hui entre Plaisance et Turin, toujours en Italie. Et on rappelle évidemment la mort de Jean-Pierre Descombes, qui était une figure populaire des années 70, qui est mort aujourd'hui à 76 ans. Merci Guillaume, il est 11h35. Europe 1, Pascal Praud. De 11h à 13h sur Europe 1 avec notre nouvel invité Pascal, Benjamin Haddad. Benjamin Haddad qui est donc dans une position favorable pour être réélu. Alors, je disais Renaissance. Je voudrais que vous nous expliquiez la ligne directrice de Renaissance, puisque Gabriel Attal disait hier soir pas une voix au RN. Et que va-t-il se passer là où le candidat de la majorité présidentielle sera en troisième position ? Nous sommes d'accord, c'est le cas qu'il faut étudier. Est-ce qu'il se désistera ou est-ce qu'il demandera de voter pour LFI, Front Populaire ou Rassemblement National, que sais-je ? Est-ce qu'il y a une ligne directrice globale ? Alors tout d'abord, si vous me le permettez, juste une seconde, d'adresser un message de reconnaissance aux électeurs de la 14e circonscription de Paris qui m'ont placé en tête, score que je prends avec beaucoup d'humilité, en particulier dans le contexte national, et un contexte national qui nous invite à la gravité, à entendre le message que les électeurs nous ont fait passer, la demande d'autorité, de sécurité qui s'exprime partout à travers notre pays et à laquelle il faut qu'on soit capable de répondre et d'apporter des éléments très clairs. Sur la question que vous m'avez posée,
ma position est là aussi limpide. Je l'ai dit hier soir dès l'annonce des résultats. Le combat contre le Rassemblement national, contre son projet anti-européen, contre son projet de régression économique ne peut pas s'accommoder de la moindre compromission avec l'antisémitisme, avec la violence, avec la politique anti-institutionnelle qu'a menée la France insoumise depuis 2 ans et déjà avant, mais celle que j'ai vue moi depuis 2 ans en hémicycle. Mes 2 dernières séances en hémicycle, c'était les drapeaux palestiniens brandis en hémicycle. Ça a bafoué nos institutions. Je crois que ça a donné un spectacle consternant de la vie politique pour les Français. Donc pas une voix pour la France insoumise. Jamais je pourrais dire à un de mes électeurs, votez Jean-Luc Mélenchon contre Jordan Bardella ou Marine Le Pen ou qui que ce soit. Et je le dis en étant extrêmement ferme dans le combat contre le Rassemblement national. Je voudrais rajouter quand même un autre élément. Le cas classique, si vous êtes dans une circonscription où il y a un candidat du Rassemblement national et un autre de la France insoumise, Monsieur Haddad, pour qui votez-vous ? Mais moi, j'ai toujours combattu les deux. Je combats les deux. Et après, donc je voudrais voter. Mais vous êtes sur la position d'Édouard Philippe. 67, pardon, je vous interromps parce qu'il y a 67 configurations comme celle-là. Oui, vous ne choisissez pas. Alors, je suis sur une position donc effectivement proche. Vous considérez que pour la France insoumise et le Rassemblement national, c'est ou aussi dangereux, ou aussi inefficace, ou que sais-je. Je suis sur une position très proche de celle exprimée par Édouard Philippe, que j'ai trouvé très claire, d'Aurore Berger aussi hier soir. Je voudrais rajouter quand même un élément, parce que c'est pas pour me dérober du tout de votre question, mais vous êtes plus proche. Moi, c'est ce que j'ai dit d'ailleurs. J'ai l'impression que votre programme est plus proche du Rassemblement national que de la France insoumise. Moi, je suis un homme de droite, je m'interroge libéral, pro-européen. Oui, mais le Rassemblement national, par exemple, sur l'économie, il est plus proche de vous que la France insoumise. Alors, donc pourquoi vous renvoyez les deux au même... Alors, je vous écoute, et donc je vous ai entendu dire ça déjà ce matin. Mais parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent ce que je dis, en fait. C'est pour ça que je pose des questions souvent que le plus grand nombre... Mais vous avez bien raison. Je ne suis pas d'accord avec cette analyse sur le plan économique. Pourquoi ? Moi, j'ai toujours considéré que le Rassemblement national avait un programme économique de gauche, marxisant, dirigiste. C'est la vision qui a toujours été exprimée par Marine Le Pen. Ce n'est pas parce que Jordan Bardella... Vous avez des exemples ? Ah oui, je vais vous en donner quelques-uns. C'est pas parce que Jordan Bardella parce que moi, ça m'a pas frappé, pour tout vous dire, que de l'eau dans son vin. Que le RN soit marxiste, ça m'a pas frappé. Mais ce n'est pas parce que Jordan Bardella a mis de l'eau dans son vin et rétropédalé pour rassurer les électeurs depuis quelques semaines qu'on n'a pas tout l'historique de vote. Quelle mesure, par exemple mais sur tous les sujets, le Rassemblement national s'est opposé avec la même vigueur que la NUPES à la réforme des retraites, et à l'époque parlant de retraite à 60 ans. Mais ça, c'est pas marxiste. Mais ça fera exploser les dépenses publiques. Il n'y a rien. Non, mais le Rassemblement national s'est opposé. Mais c'est pas marxiste. Monsieur Pro, le Rassemblement national s'est opposé à toutes les réformes que nous avons portées sur le marché du travail et sur l'économie. Que ce soit la réforme du marché du travail de 2017, les ordonnances qui ont commencé à faire baisser le chômage. Que ce soit la réforme de l'assurance chômage qui disait ils l'ont retiré tout à l'heure. Que ce soit par exemple les 15 heures de travail associées au RSA, en disant qu'il faut que les minima sociaux soient accompagnés d'un véritable effort d'insertion dans le monde du travail et d'accompagnement pour pouvoir continuer à faire baisser donc pour le vous, c'est chômage. La même chose à Ils se sont opposés, par exemple, ils sont anti-européens, ils sont protectionnistes, ils veulent au fond mettre des barrières tarifaires autour de notre pays, et je pense que leur programme ferait exploser la dépense publique et donc monter les impôts, en particulier à un moment où on a des contraintes sur la dette, et fuir les entreprises. Ils sont pour le retour de l'ISF. Je suis d'accord avec vous. Sandrine est avec nous, et c'est important d'écouter des auditeurs. Quand vous dites que ça fera exploser la dépense publique ou la dette, c'est vrai que c'est difficilement audible après 7 ans de Macronie où il y a 3 000 milliards de dettes. C'est difficile de donner des leçons d'économie après un tel bilan lorsqu'on est Emmanuel Macron, me semble-t-il. Alors, déjà, je voudrais... si vous permettez de répondre un mot là-dessus. Non, parce que d'accord, Sandrine... D'accord, allez-y, mais je voudrais répondre un mot de ce que vous dites. Sandrine est là. Bonjour Sandrine. C'est parlé ? Bonjour, oui, je vous en prie. Sandrine, c'est à vous. Interrogez Monsieur Haddad si vous voulez. Vous êtes infirmière libérale, je crois, dans l'Allier. C'est ça, tout à fait. Après, je voulais juste en fait intervenir pour dire mon grand étonnement par rapport aux résultats qu'on a eu hier soir, au niveau des législatives, où on voit quand même que la France insoumise et Emmanuel Macron, ont obtenu quand même de bons résultats.
Donc c'est là où en fait je suis intervenue sur votre site pour témoigner, où mon grand étonnement, voilà, où je n'arrive pas à comprendre les Français qui sont tout le temps en fait en train de chouiner par rapport justement aux 5 ans et même 7 ans qu'on a eu avec Emmanuel Macron qui a ruiné la France et qui maintenant se serait presque prêt en fait à voter pour la France insoumise. Parce que quand on voit justement le discours de Gabriel Attal hier soir, moi ça me fait vraiment peur, qui lui justement veut que les gens se rapprochent plus du vote de la France insoumise, quoi. On marque une pause et Monsieur Haddad vous répond. C'est Benjamin Haddad est avec nous et il va pouvoir répondre donc à Sandrine qui disait un peu la même chose que ce que je vous disais, c'est-à-dire que vous donnez des leçons d'économie avec un bilan qui est quand même discutable. Alors déjà, je voudrais vous dire, c'est vraiment pas le moment de donner les leçons. Moi, j'ai jamais cru aux leçons de morale aux électeurs, ni les grandes références à l'histoire, Vichy, etc. Je crois que non seulement c'est contre-productif, mais ça fait fuir les électeurs. Et aujourd'hui, moi, je veux qu'on parle de fond. Et effectivement, le moment qu'on est en train de vivre, notre mouvement politique, nous invite à l'humilité, à l'écoute et au respect de la parole des électeurs. Donc, absolument pas de leçons de morale. Et pour continuer là-dessus, puisqu'on parle de cette question de désistement et d'appel à voter, au fond, c'est d'économie dont elle vous parlait là. Oui, bien sûr, mais je voudrais quand même parler. C'est pas une leçon de morale, c'est une leçon sur l'économie. Les leçons en général. Après, on peut parler du fond des projets. Moi, je vous ai parlé du projet et du bilan du Rassemblement national. Après, au-delà de ça, ma positionnement, et là, je suis peut-être en décalage du reste de la classe politique qui parle. Moi, je crois que les partis ne possèdent pas les voix de leurs électeurs. Je ne possède pas les voix des électeurs. Et donc, si on me pose, moi j'ai répondu à votre question tout à l'heure, mais si on me pose fondamentalement la question, moi j'invite les électeurs à regarder les programmes, à aller dans des réunions publiques, écouter les électeurs et à regarder aussi ce qu'ont dit les candidats après le 7 octobre, après la mort de Naël, après le drame horrible de Courbevoie, et à voir aussi l'histoire parce que les personnalités politiques, ce ne sont pas que des étiquettes. Ce ne sont pas que des étiquettes. Ce ne sont pas que des partis. Si vous dites qu'il faut regarder les prises de position après le 7 octobre, clairement, ça disqualifie la France insoumise. Oui, moi je vous l'ai déjà dit. Pas une voix pour la France insoumise. Par exemple, le RN a été entre guillemets très propre par rapport au 7 octobre. Il n'y a pas eu un dérapage. Je n'appellerai à voter pour la France insoumise. Je rappelle ça. Alors Sandrine, que ce soit Jean-Luc Mélenchon, Thomas Porte, M. Delogu ou Madame Rima Hassan qui a qualifié Israël de monstruosité. Tout à fait. Expliquez-moi comment ça se fait que Gabriel Attal, hier, appelait justement à voter pour le Front populaire qui est, pour moi, gouverné par Mélenchon, qui hier soir, justement, faisait son fier à côté de Rima Assad, qui était à ses côtés, qui, je le rappelle, est pro-Palestine, qui appelle, qui sait très bien que le Hamas sont des terroristes. Pour moi, c'est Mélenchon qui est l'extrême, contre qui il faut lutter. Voilà, lui, il se voit déjà Premier ministre, et s'il y arrive, c'est lui qui va provoquer justement la fin de la France et le chaos. Donc, expliquez-moi comment ça fait que Gabriel Attal, Premier ministre, appelle quand même à voter pour Mélenchon. Bonne question de Sandrine. Pas une voix pour le RN, il n'est pas sur votre ligne. Il préfère clairement la France insoumise à un candidat du RN. Alors je citais par exemple l'abaya qui est un symbole pour Monsieur Attal. La France insoumise n'a pas eu de mots assez durs sur l'abaya. Et bien malgré ça, pour des raisons particulières, liées à notre pays, à son histoire peut-être, eh bien Monsieur Attal préfère un candidat de la France insoumise à un candidat du Rassemblement national. Eh bien, la laïcité, c'est un de nos biens les plus chers. Il faut la défendre, il faut la préserver. C'est la garantie de l'universalisme et de l'émancipation des femmes dans notre pays, de la lutte contre l'islam radical. Moi, j'ai soutenu la décision courageuse de Gabriel Attal d'interdire l'abaya. Et vous avez raison, la France insoumise veut revenir sur cette interdiction, veut aussi revenir sur la loi séparatisme que nous avons fait passer en 2022. Mais vous répondez pas aux questions de Sandrine. Sandrine, elle vous dit pourquoi Gabriel Attal fait ça. C'est ça la question. Mais moi, je vous donne ma position. Je pense qu'on peut distinguer. Non, mais je vous réponds. Pourquoi Gabriel Attal est-il sur cette ligne? Voilà la question qui est posée. Mais ce n'est pas Gabriel Attal qui est votre invité, c'est Benjamin Haddad. Et je vous donne ma prise de position. Je me sens proche, en effet, de la position exprimée par des personnalités comme Édouard Philippe ou comme Gabriel Attal, qui ont été très clairs sur le sujet. Gabriel Attal vient d'annuler la réforme pour l'assurance chômage. Est-ce que vous auriez fait la même chose? Je pense que c'était une réforme importante. L'un des bilans l'un des éléments de bilan les plus importants de ces dernières années, c'est la baisse historique du chômage, qui est au plus faible depuis 40 ans, le chômage des jeunes aussi plus faible depuis 40 ans. On l'a fait en donnant plus de flexibilité aussi à notre marché du travail. Donc vous l'auriez pas fait, vous n'auriez pas annulé cette réforme de l'assurance chômage, qu'est-ce que c'était? C'était au fond se rapprocher de nos voisins, comme l'Allemagne, faire en sorte que, par exemple, la durée
d'indemnité du chômage soit moins longue pour favoriser le retour au travail. Et pourquoi le fait-il? Finalement, il est redevenu, je disais tout à l'heure, le militant du Parti socialiste. Peut-être qu'il a toujours été. Moi, j'ai un problème de conviction avec les hommes politiques. Et d'abord, j'ai beaucoup de mal souvent à les interroger parce que je regrette qu'ils ne répondent pas franchement aux questions que je leur pose. Mais moi, j'ai un problème de conviction. Vous avez un Premier ministre qui a défendu une loi et qui, dans la nuit, la retire. Et il la retire pourquoi? Pour des petits calculs politiques, sans doute. Je trouve ça dommage. Je pense qu'il veut élargir. Vous savez, notre objectif, c'est d'élargir non seulement aux Républicains, à droite. Moi, ça a toujours été ma position, d'ailleurs, depuis 2 ans. Je viens de la droite. Je souhaite qu'on travaille avec LR. J'aurais aimé qu'on puisse le faire sur la réforme des retraites, mais ils sont un peu évaporés. Mais je crois qu'on a vocation à travailler avec un mouvement qui fait du régalien, qui soutient la réforme, l'ordre dans les comptes publics, et avec la gauche modérée, républicaine, responsable, qui refuse cet attelage extrémiste avec Jean-Luc Mélenchon. Je pense qu'effectivement, on peut distinguer naturellement la France insoumise des sociodémocrates du PS. Encore faut-il quand même qu'ils se démarquent de certaines positions de la France insoumise sur l'antisémitisme, sur l'Europe, sur le rapport aux Ils institutions. ne l'ont pas vraiment fait parce que c'est l'instinct de survie qui leur permet d'avoir des postes. De fait, vous avez raison. Vous avez raison. Ils se sont rangés dans un front populaire qui est dirigé aujourd'hui par Jean-Luc Mélenchon et qui mettrait peut-être Jean-Luc Mélenchon demain Premier ministre s'il arrivait au pouvoir. Mais quand on regarde l'exercice du pouvoir historiquement, ou même les positions des socialistes depuis 2 ans à l'Assemblée nationale, je dois quand même constater que ce n'est pas la même chose sur l'Ukraine, sur Gaza, sur la violence exprimée. Ce n'est pas du tout la même chose que la France insoumise. Mais moi, j'ai toujours été favorable à ce qu'on avance ensemble, et je crois que beaucoup de Français nous le demandent, qu'on mette de côté les logiques d'appareil, les partis, les conflits permanents, et qu'on avance ensemble. Oui, ça c'est pas vraiment le cas, et vous-même, vous n'êtes pas non plus très cohérent, puisque vous refusez toute alliance avec le Rassemblement national, comme l'a fait M. Ciotti, alors que vous-même venez de la droite, et que l'union des droites, ça existe dans beaucoup de pays, ça existe notamment en Italie, avec Mme Meloni, et que l'union des droites ici, c'est inaudible. Alors, moi je suis un libéral et un pro-européen. Et donc en effet, je combats le projet du Rassemblement national. Ça ne veut pas dire que je le diabolise. On a parlé, la semaine dernière, vous m'avez donné quelques mesures du Rassemblement national. Il y avait une sur la présomption d'innocence des policiers. Vous m'avez demandé si j'étais prêt à la voter. Je vous ai répondu très clairement que oui. Donc si un jour j'étais dans l'opposition, je serais toujours à voter les textes qui vont dans l'intérêt général du pays et qui continuent à mettre de l'autorité, de la liberté, et qui vont dans le bon sens pour notre pays. Mais en effet, je ne fais pas alliance puisque je combats ce projet qui me paraît funeste pour notre pays. Il nous reste quelques minutes, et là c'est peut-être à l'homme politique que je m'adresse, en tout cas à celui qui peut avoir une analyse sur le vote d'hier. Parmi toutes les choses qui m'ont frappé, il y a le vote géographique. C'est-à-dire que dans les grandes villes, et c'est le cas de Paris, vous avez LFI qui est très fort. Mais c'est vrai aussi à Lyon, c'est vrai à Nantes. Je crois que les 5 circonscriptions sont à gauche aujourd'hui. Il y en a une LFI, il y en a 2 PS, et puis il y en a une Europe Écologie Les Verts. Et la seule qui pourrait peut-être échapper à cela, ça serait avec Madame El Haïry qui est ministre. Comment vous expliquez cette fracture géographique? Comment vous expliquez qu'à Paris, où le niveau de vie quand même est élevé, où se loger n'est quand même pas donné, vous avez un raz-de-marée? Sandrine Rousseau a été élu premier tour, M. Delegout premier tour, M. Caron premier tour. Toutes les circonscriptions à Paris basculent quand même non seulement à gauche, mais à l'extrême gauche. Quelle est votre analyse? Je pense qu'on voit, en règle générale, une radicalisation des positions. Une gauche qui devient plus dure, une droite qui devient plus dure, et donc la gauche qui aurait pu être une gauche modérée, socialiste, avec une fibre écolo, est attirée aussi, en particulier une partie de la jeunesse, par un discours radical, d'une gauche en plus, si vous parlez de la France insoumise, qui a joué à fond la carte du communautarisme. J'ai été consterné de voir les drapeaux palestiniens hier brandis sur la place de la République. On parle d'une élection législative nationale, on voit des drapeaux étrangers. Moi, je brandirais toujours le drapeau français. Donc, il y a cette tendance-là. Et ce que vous dites, ça va aussi pour le reste du pays. J'ai beaucoup voyagé, notamment dans le cadre des élections européennes, pour aller écouter. Je suis très sensible au fait d'être député de Paris, et donc de devoir aller voyager. Et quand on est député, l'un des privilèges, c'est que les gens vous parlent de leur métier, vous confrontent à leur quotidien, et donc aller écouter des pêcheurs à Quimper, des agriculteurs dans les Hautes-Pyrénées. J'ai visité le plus grand entrepôt Amazon de France en Lorraine, et le décalage entre Paris et le reste du pays, il est fondamental. Et le sentiment
de déconnexion, voire de mépris qui vient de Paris. On l'a beaucoup vu lors des Gilets jaunes, par exemple, le rapport à la voiture. Moi, je vais à l'Assemblée nationale en RER. J'ai 4 stations de RER. Et donc, je ne conduis pas à Paris. Et vous avez énormément de gens dans le pays qui doivent conduire longtemps pour déposer leurs enfants à l'école, pour aller travailler. C'est pas vraiment ma question, donc, parce qu'à Nantes, Lyon, il y a des décalages, sociologiques. Non, mais ce que je veux dire, c'est que dans les villes, vous avez aussi ce décalage qui est très fort entre Paris et le reste du pays, et aussi au sein des grandes villes, que ce soit Paris ou les autres que vous avez cités. Bon, il est 11h56. Quel sera votre programme cette semaine? Vous êtes en ballottage plutôt favorable, hein, on l'a dit a priori. Mais... On continue la campagne, on a tracté devant les écoles. Cet après-midi, on aura des rassemblements. Avenue Georges Mandel, c'est chez vous. Avenue Henri Martin, c'est chez vous. Donc là, on est dans un petit îlot. Voilà, on est quand même dans une France particulièrement, comment dire, chanceuse, ou en tout cas préservée. Et on imagine mal l'avenue Henri Martin basculer à la France Insoumise. Voilà, basculer pour la France Insoumise, là où le mètre carré doit être à entre 20 et 30 000 euros le mètre carré, forcément. En campagne, vous savez, il ne faut pas se poser de questions philosophiques. Il faut faire campagne du matin au soir, aller écouter, aller rencontrer les électeurs. J'ai fait 3 heures de porte-à-porte par jour la semaine dernière. J'étais sur tous les marchés. Ah, vous faites du porte-à-porte? Oui, je fais du. Vous entrez dans un immeuble et vous dites bonjour. Et je vais taper aux portes et je présente mon programme et j'échange. Je crois que c'est la meilleure façon d'aller vraiment chercher les électeurs. On a fait plusieurs réunions publiques avec Larousse que vous donnez à la Bruno Le Maire, avec Gabriel Attal. Ah, Bruno Le Maire, il préfère lui voter Parti communiste. Ça va être intéressant. Bruno Le Maire est venu échanger avec nous la semaine dernière et on va continuer jusqu'à vendredi soir minuit. Je serais vous, je ne sais pas s'il faut aller avec Bruno Le Maire parce qu'il a annoncé préférer voter Parti communiste plus que Rassemblement national. Il est très clair, je pense, sur la défense des valeurs républicaines, sur la lutte contre l'islam radical et la valorisation du travail. Bon, merci en tout cas, monsieur Haddad. Merci à vous. Merci beaucoup, c'est lundi aujourd'hui, il est 11h57 et c'est monsieur Dominguez qui est là. Vous voulez que je vous libère, monsieur? Je suis très heureux avec vous, Pascal. Ah bon, vous vouliez partir tout à l'heure finalement. Il y a un peu de boulot quand même. Oui, j'ai des petites choses à faire. Bon, une équipe à... C'est monsieur Tessier qui décide. Est-ce qu'on a besoin de monsieur Raguenel pour la deuxième partie? Nous allons laisser Louis tranquille. C'est un ami. Bon, je me sens pas prisonnier chez vous. Je suis très heureux et très honoré de venir avec vous, Madame Aubry Pascal. sera là de nouveau? Exactement. Alors, Madame Aubry, on fait une interview intéressante l'autre jour, sympathique. Elle sort du studio en disant merci de cet échange, etc. Et puis, alors, sur les réseaux sociaux, elle dit du mal de l'interview qu'on a fait. J'ai été déçu quand même. Battle numéro 2 dans quelques minutes. Non, mais moi, je vais l'écouter, Madame Aubry. Mais alors... on a l'impression parfois que chacun parle à sa communauté derrière les réseaux sociaux et qu'on ne dit pas tout à fait la même chose que, en l'occurrence, à l'antenne. Il est 11h58, à tout de suite.